Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La situation politique de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point. On parle également de l'opposition de notre pays aujourd'hui. Est-ce qu'elle est à la hauteur? Mais également d'autres aspects, disons des questions d'intérêt majeur ou national. On en parle aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec un acteur politique outillé, un grand politicien. Peut-être vous vous posez déjà des questions. Je vous annonce, il s'agit bel et bien de l'honorable Moussa Kalema, député national de l'opposition. Il est du Front commun pour les Congo, mais également leader du parti politique PVR, Parti des Vertus Républicaines. Honorable, très en forme? Dire que très en forme, c'est ne pas prendre la température du pays au regard de la santé du pays. Je ne peux pas être très en forme parce que mon pays saigne, mon pays souffre et mon pays blessé, donc mais j'ai la morale. Voilà. Vous avez la morale. Le pays saigne, le pays est blessé. Je pense que vous faites allusion à l'agression de la RDC par les rebelles du 1-23. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir comment appréciez-vous directement la gestion de la question de l'insécurité dans cette partie du pays? Correctif. D'abord, je ne fais pas allusion à l'agression de M23. M23 ne peut pas agresser un pays comme les nôtres. J'ai fait allusion à l'agression de notre pays par les Rwandais et l'Ouganda. Okay. Je note par les Rwandais et l'Ouganda. Et bien entendu, sous les couverts de M23 qui n'est qu'en fait la poudre aux yeux. J'ai dit par l'agression internationale contre notre pays. Parce que ces deux pays eux-mêmes ne peuvent pas agresser ce pays, quelles que soient leurs armes. Il y a aussi, bien entendu, des puissances derrière qui veulent la balkanisation de ce pays, et cela, ça me préoccupe très sérieusement. Alors, votre question, c'est de savoir... Comment vous appréciez la gestion de... Oui, une gestion pas à la hauteur des ambitions et des dégâts causés par ces forces de la fermeture, de la négation, ces forces destructives de notre pays. J'ai dit que la gestion n'est pas à la hauteur. Donc le gouvernement est défaillant? Non, très défaillant, très défaillant. Vous savez, cher ami, je n'ai jamais vu dans un pays un couvre-feu qui va faire un état de siège qui va faire des années et des années. Parce que l'état de siège, c'est une situation d'exception. Que vous avez eu à proroger? Que nous avons eu à proroger en tant qu'Assemblée nationale, mais personnellement, en tant qu'élu légitime de notre peuple, j'ai toujours été opposé contre le prolongement inutile de cet état de siège qui, en fait, n'est rien d'autre qu'une opportunité donnée à un groupe d'hommes pour s'enrichir illicitement. Et donc, je note qu'il y a une légèreté dans la gestion de ces dossiers parce que tout a été très mal négocié dès le départ. Et qu'il faut rapidement que le Congo se ressaisisse. Mauvaise gestion, la preuve, voilà, l'Assemblée nationale, le pays est en guerre, mais l'Assemblée nationale est en vacances. Ça ne se fait pas. C'est voulu par vous ou... Non, c'est imposé par ceux qui prennent les décisions, parce que nous sommes dans un état où aujourd'hui la pensée unique est en train de prendre de l'essor. La plupart des députés, même de l'Union sacrée, étaient opposés à ces vacances parlementaires. Mais par des textes, si vous voulez, étriqués, on nous a brandi un arrêt de
la Cour constitutionnelle qui permettait aux députés d'aller en vacances alors que la Constitution nous demande d'y rester. D'ailleurs, à ces propos, nous avions déjà fait une émission avec toi où j'ai donné ma position jadis. Et donc j'ai dit il y a une mauvaise gestion, mauvaise appréciation de forces en présence et des acteurs en présence, mauvais agencement des stratégies militaires et politiques. Et voilà, nous sommes maintenant dans la gangrène avec cette force régionale qui est composée de c'est la même qui nous combattent. Je note qu'il y a une mauvaise gestion. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à l'opposition. Avant d'aller en vacances, vous avez voté la loi d'habilitation. Pensez-vous que, au seul, le gouvernement de la République, la situation de l'Est serait résolue? Sinon, quelles sont les pistes de solution de votre part, honorable? C'est encore une preuve que nous sommes caporalisés, que l'Assemblée nationale est caporalisée. Toutes les fautes de cette guerre, c'est le gouvernement. Qui est allé négocier avec les soi-disant M23 en Ouganda? C'est le gouvernement de la République. Qui est allé négocier avec eux récemment, j'ai dit récemment. C'était pour chercher la paix à Resplandie. Il y avait la paix parce que depuis 2013, les M23 ne parlaient plus d'une voix ou d'une quelconque voix. Ils étaient mis en déroute par la montée des puissances de nos armées qui a atteint la 8e position en Afrique. Aujourd'hui, l'armée est redescendue à la 2e position. C'est la même armée qui a mis en déroute toutes les rébellions qui ont pilé dans le pays, notamment les M23, les gens de l'Équateur, comment les appeler, si c'est Inieré. Beaucoup de mouvements ont été défaits par cette armée. Par contre, le gouvernement ici, notre régime ici, est allé ressusciter un groupe qui a été mis en déroute, en envoyant des gens négocier avec eux, d'abord en Ouganda, ensuite au Rwanda, et après ici à Kinshasa, où ils ont passé des mois et des mois. Jusqu'à leur trouver, leur donner des espaces, à leur proposer même d'aller, qui seront cantonnés à Mbanzangungu. Voilà, la légèreté dans la gestion des affaires de l'État ont fait que ces gens sont revenus et sont là en train de faire la loi aujourd'hui, d'occuper notre pays, et bien entendu, avec l'accompagnement de ces forces malfaisantes, génocidaires du Rwanda et de l'Ouganda. Le gouvernement congolais est défaillant au regard de la situation de l'Est. Honorable, quel parallélisme établissez-vous entre le gouvernement sortant, c'est-à-dire celui qui était gouverné par Ilukamba, et celui dirigé par Samalou Kondé? Je considère que ce gouvernement était mature et composé de personnes suffisamment outillées et préparées à la gestion de la chose publique. Le malheur de ce pays, c'est les faits des terminaux, des parachutés des gens. Vous trouverez des gens qui n'ont jamais y exercé de fonctions quelconques, qui, dès leur première promotion, ils sont nomination dans la vie, ils sont ministres. Vous vous attendez à quoi? Le gouvernement Ilukamba était composé de personnes matures, de personnes réfléchies. Et il y avait en fait un peu d'équilibre. Parce qu'on était dans une forme de coalition, contrairement à ce que le chef de l'État avait toujours clairement crié à tout moment qu'il était bloqué. Moi, je pensais que c'était ces forces-là qui faisaient que les choses ne puissent pas déraper. Et c'est pourquoi, à ce moment, il n'y avait pas reprise de violence comme ce que nous vivons aujourd'hui. Donc je note que Ilukamba sortait d'une union légitime et que le gouvernement actuel est sorti d'une union illégitime, qui est en fait l'union sacrée, qui est un enfant bâtard, né ici d'un putsch constitutionnel. Qui a fait basculer la majorité. Chose inédite à travers le monde. Voilà pourquoi je considère qu'il ne faut pas toujours faire des comparaisons là où il ne faut pas comparer. Honorable, ça fait jaillir beaucoup d'encre et salive. Aujourd'hui, c'est quand même parmi les sujets d'actualité du pays. Jean-Marc Abound, qui est désormais l'ancien collaborateur de Tshisekedi, qui vous rejoint, allais-je dire, dans l'opposition, déclare ce qui suit: Félix Tshisekedi est un danger au sommet et de l'État. A-t-il raison? A-t-il tort?
Non, je ne donne pas raison à Kaboun, je ne lui donne pas le tort. C'est son constat. Je voudrais que chacun de vous fasse aussi une analyse objective. Dites-moi, pourquoi au jour d'aujourd'hui les pays s'engagent, d'abord nous sommes engagés dans un endettement irréversible. Alors que lorsque Kabila est arrivé, il a trouvé les pays avec 14 milliards de dettes. Comment s'endetter plutôt alors que le gouvernement fait... Le premier combat de Kabila, c'était de nous débarrasser de cette dette de 14 milliards avec le gouvernement Kizenga et le gouvernement Mouzito. Nous sommes débarrassés de cette dette de 14 milliards. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le Parlement ne fait qu'en fait ratifier les endettements. Alors que le pays aujourd'hui, me semble-t-il, est en train de faire des recettes colossales. Mais c'est que le peuple ne sait pas, nous sommes entrés dans tout le pays et d'hypothéquer l'avenir des générations à venir. Parce que ces dettes que nous prenons, ça apporte quelle réponse? Si les social de notre peuple reste un problème casse-tête. Et donc, oui, il y a véritablement un problème de gouvernance. Oui, il y a un problème de leadership. Il y a un problème d'éthique, un problème de morale aujourd'hui dans ce pays. Peut-être qu'il a été excessif dans ses qualifications. Est-ce que je suis mal à l'aise de dire ça d'un chef de l'État de mon pays et qu'il constitue un danger pour le pays? Mais je pense qu'il y a un problème. Oui, il faudra que les Congos rapidement se mettent à la recherche d'un leadership fort et surtout moral, éthique et intelligent. Nous en avons besoin. Nous avons besoin plus d'une alternance au pouvoir. Nous avons besoin d'une alternative crédible aujourd'hui pour redonner l'espoir à notre peuple. Voilà. Après la déclaration du Kabound, si aujourd'hui vous faites allusion au début de ces mandats, donc tout ce qui avait commencé avec vous, les FCC, aujourd'hui vous êtes à l'opposition. Au regard de tout ça, la sommation de tous ces comportements, pourriez-vous dire que Tshisekedi est aujourd'hui mal entouré ou c'est vraiment lui les vrais problèmes comme l'a dit Kabound? Non, je crois qu'avant tout, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a qu'un mauvais chef. C'est moi qui m'ai choisi mes collaborateurs. Ce n'est pas quelqu'un qui les choisit à ma place. J'ai dit qu'il y a un problème effectivement très sérieux dans le pays. Le chef de l'État, c'est lui qui s'est entouré de ses collaborateurs. Il y a un véritable problème au sommet de l'État. Qu'il faut résoudre. Qu'il faut résoudre et le chef de l'État doit rectifier rapidement les tirs. Il doit éviter la brutalité, il doit éviter la précipitation, il doit éviter l'amalgame, il doit prendre le temps de réflexion avant de prendre des décisions. Regardez toutes les décisions qu'on a prises, tous les accords que nous avons signés avec les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi. Ça remporte quand même au pays, n'est-ce pas? Absolument rien. Au contraire, ça a ouvert le porte de l'agression dans le pays. Dis-moi, ça rapporte quoi? Lorsque vous prenez votre société qui traite l'or, vous les donnez à un belligérant qui vous a toujours attaqué à tout moment. Quelqu'un qui ne produit pas de l'or chez lui, qui est devenu aujourd'hui premier exportateur de l'or. Lorsque vous acceptez que votre aéroport international soit géré par un pays qui vous arrête toujours, les cas de Goma. Lorsque vous acceptez que ce pays-là, qui est un micro-État, vient vous construire de logements sociaux dans votre pays, un pays scandaleusement riche. Lorsque vous acceptez qu'un pays comme l'Ouganda vienne vous construire des routes. Un pays qui a déjà fait la guerre chez vous, en Ouganda. Un pays qui a des ADF qui sont l'émanation de chez eux.
Mais ce pays qui a la foudre militaire n'arrive même pas à mettre en branle l'ADF. Lorsque vous prenez un pays comme le Burundi, vous demandez qu'ils viennent vous faire un chemin de fer. C'est humiliant. Et le pays aujourd'hui est véritablement humilié, les gens ne voient pas ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays effectivement des situationnistes, des matérialistes, des opportunistes. C'est l'argent qui les intéresse. Mais vous ne voyez pas quelque part, c'est aussi la défaillance de vous qui faites l'opposition. Vous ne dénoncez pas à temps. Vous dormez après. Non, nous essayons d'imposer, nous essayons de faire des contrepoints. Vous savez que c'est un changement brutal de la majorité. Et vous savez, je vous ai dit que le Parlement est caporalisé. Vous êtes journaliste, vous suivez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, l'opposition se bat terriblement, a poussé même à ce que le président de l'Assemblée nationale s'ouvre à lui et commence à lui passer la parole. Là, au départ, c'était difficile. Mais tous ces accords, mais pourquoi ça ne vient pas à l'Assemblée nationale? Et même quand les gens disent que Kabila avait signé des accords qui n'ont pas été ratifiés par l'Assemblée nationale, mais vous venez de l'opposition pour venir changer les mauvaises pratiques que vous avez imputées à Kabila. Pourquoi vous n'êtes pas venu solliciter l'entérinement de ces accords par l'Assemblée nationale qui peut à tout moment les refuser? Pourquoi tous les accords qu'on signe, on ne veut pas que ça tombe sur la table de l'Assemblée nationale? Pourquoi? Selon vous? Mais parce que ce sont des niaiseries, parce que ce sont des accords léonins. Comment expliquer eux qui ont la majorité? Mais les accords ne peuvent pas venir à l'Assemblée nationale parce que le peuple, nous allons parler, le peuple va comprendre que ce sont des accords qui aliènent la souveraineté de la nation. On dit toujours que l'armée est mauvaise. L'armée est corrompue, c'est le commandant suprême de l'armée. Qui qualifie son armée de corrompue? Mais il n'y a aucune impression qui est donnée pour qu'on change, c'est l'état des choses. Vous voulez gagner une guerre lorsque vous-même vous êtes en train de dénigrer votre armée? Alors que moi, pour ma part, j'ai toujours considéré que cette armée, c'est l'armée la plus disciplinée du monde. Ah bon? Et nous avons l'armée et la police la plus disciplinée du monde. Je vais vous étonner. Dans leur agir, malheureusement, ils se déversent sur le peuple. Mais quand on voit les traitements qu'on donne à nos forces armées, ça ne convient pas? C'est triste parce que vous voyez les militaires, comment ils s'habillent, comment ils sont payés, comment ils sont nourris. Mais sans état d'âme. Comment ils sont vêtis, ces militaires. Sans état d'âme, honorable. On parle du Congo. Vous êtes l'émanation du peuple, de la population. Vous êtes député national. Quelles sont les pistes de solution pour que nos frères et sœurs cessent de trépasser au jour le jour dans la partie Est, avant d'évoquer d'autres aspects? Il faut un leadership fort au pays. Si je suis à la tête de ce pays, le Rwanda ne fera plus ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais si vous avez les pistes de solutions, attendez, au nom de la nation, au nom de la nation, mais vous allez les soumettre à qui? Vous allez les soumettre aux traîtres parce que tout le monde est miné. Tout le monde est infiltré, même le chef de l'État lui-même est infiltré chez lui dans la maison. Ces choses doivent se faire avec des personnes, des vrais patriotes, conscients, qui n'ont pas de cordon ombilical avec l'extérieur. Ceux qui vont poursuivre les combats d'Emery Patrice Lumumba et bien entendu les combats de Mosé Laurent Désiré Kabila. La nation d'abord, pas le peuple, c'est la nation d'abord. Parce que le peuple d'abord, c'est un slogan créé. C'est pour la nation que le peuple peut mourir. C'est pour la nation que l'armée, les militaires peuvent mourir. C'est pour la nation que Mosé est mort. Et c'est pour la nation que Lumumba est mort. C'est pas pour le peuple. Et donc je note très sérieusement qu'il faut un leadership fort. Et il faut le respect des engagements. Vous voulez que j'apporte mes recettes à qui? Lorsque dans un pays, les dirigeants du pays ne connaissent pas les hommes, ne connaissent pas les dossiers, il y a véritablement un problème. Quand on veut
s'encombrer de flatteurs, de personnes corruptibles, qui courent devant de l'argent. C'est que le chef de l'État doit comprendre que tous ceux qui ont quitté Kabila hier, demain ils les quitteront. Les traîtres trahissent toujours. S'il veut que les choses changent, il doit rechercher des personnes crédibles. Il y en a dans ce pays qui aiment foncièrement ce pays et mettre le pays à l'abri de la surenchère et de la sclérose. Ce qui n'est pas le cas. Et il faut forcément détribaliser la vie de la nation aujourd'hui qui est devenue trop tribale. Il faut détribaliser la nation. Vous savez, mon cher ami, les frustrations, quand on frustre, vous frustrez. Toute frustration apporte toujours des mauvaises choses. Quand l'atmosphère politique est chargée de frustration, les frustrations amènent toujours des réactions violentes et incontrôlées. C'est sur base de cela que le député profite, parce qu'on a aussi cité certains députés dans les groupes armés dans l'Est. C'est autour de ça. Mais pourquoi on ne met pas les dossiers de ces députés sur la table? Puisque les chefs de l'État disposent de tous les services de la nation, renseignement civil, ANER, renseignement militaire, la police nationale, la maison militaire du chef de l'État, l'état-major général, l'état-major forces terrestres, navales, aériens. Tous ces États ont des renseignements. Si on connaît effectivement qu'il y a des députés qui sont membres de ces groupes, pourquoi on ne les dénonce pas? Ce sont des prétextes selon vous? Ce sont des prétextes. Pour justifier les compétences. On sait que cette affaire d'agression de notre pays, des groupes armés, profite à une caste des hommes au pouvoir qui s'enrichissent d'une manière scandaleuse. C'est ça la réalité. Le pays peut... On peut tuer les gens comme on veut, l'essentiel est qu'on gagne de l'argent, c'est tout. Avant d'évoquer la deuxième thématique de cet entretien, j'aimerais en finir d'abord avec votre position aujourd'hui dans l'opposition. Êtes-vous à l'aise? Mais je suis très à l'aise parce que face à nous, il y a un vide sur le plan de production. J'aurais été mal à l'aise si on avait un gouvernement travailleur, pourvoyeur du bien-être collectif. Ça pouvait faire disparaître l'opposition. Aujourd'hui, nous avons des institutions trop faibles. C'est normal que l'opposition soit à l'aise sur cette question de la production politique. Mais sur la gestion de l'État, malheureusement, je suis malade de voir comment mon État est notre pays est en train d'être géré. Nous avons vu ici des ambassadeurs réunir les officiers militaires. Un ambassadeur, c'est un agent des affaires étrangères. On a vu des ambassadeurs de pays occidentaux se réunir avec nos forces armées. On a vu notre chef de l'État recevoir sur instigation des ambassades un groupe de militaires, soi-disant, venus des États-Unis d'Amérique, alors que parmi eux, il n'y avait même pas un gradé. Il y a un problème. Pourquoi pas aider le chef de l'État au nom de la nation? Mais moi, nous sommes disposés, mais pourvu qu'on nous écoute. Nous avons des amis qui sont de l'autre côté, avec lesquels nous échangeons. Et je vous dis que nous sommes dans une affaire, nous sommes dans un gouvernement, dans des institutions des affairistes. Et je vous dis que tout le monde cherche l'argent, c'est tout et rien du tout. Il est prêt à vendre son pays pour un $100, 5 000 $, 10 000 $. C'est à quoi on assiste. Le monde du nationalisme. Et surtout de patriotisme et de la morale et de l'éthique. Honorable, aujourd'hui vous êtes confortable dans l'opposition, mais il y a une question là-dessus. On veut savoir qu'est-ce qui justifie aujourd'hui votre loyauté auprès de Joseph Kabila? Kabila a payé les cautions
électorale de tous ces partis pour faire de ce parti des élites de ce parti. Kabila a payé. Et moi, par principe, je suis quelqu'un qui n'oublie pas un petit geste qu'il a fait. Et je suis musulman des convictions religieuses. Okay. Oui, par responsabilité, par éthique et morale, et par, et bien entendu, la reconnaissance des actes qu'il a posés envers le parti de la majorité présidentielle. Si je voudrais bien changer, je ne change pas de cette manière. Je ne change pas à coup d'argent, comme on a changé la majorité. Et on vous a dit, c'est avec $7 000 qu'on changeait, qu'on changeait des camps. Et moi, je ne suis pas achetable. Je suis aujourd'hui à l'opposition. Ça vous va? Ça me va. Et mon grand souci aujourd'hui, comment fédérer cette opposition de manière à mettre terme à cet imbroglio qui règne à la tête du pays, pour ne plus assister à des conférences comme celle de Kabound, qui désacralisent d'ailleurs l'État, qui désacralisent la personne du chef de l'État. Aujourd'hui, comment fédérer l'opposition? La vraie opposition, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a que deux. Donc déjà, Kabound n'est pas les bienvenus chez vous? Non, moi je ne dis pas que je ne peux pas, je ne fais pas, je ne suis pas là pour censurer. Kabound s'impose comme opposant. Nous allons les voir à travers les actes qu'il va poser. Et comme il n'est pas au pouvoir, comme il a pris l'option de ne pas être au pouvoir, et comme il a été d'ailleurs chassé du pouvoir, comme un malpropre, c'est normal qu'il fasse l'opposition. Les moments venus, nous jugerons de l'opportunité, nous jugerons de l'utilité de faire route ensemble avec Kabound. C'est un combattant, c'est un acteur politique aujourd'hui majeur, il a assumé des responsabilités au sommet de l'État. Et donc, au jour d'aujourd'hui, l'opposition doit fédérer pour reprendre l'initiative, reprendre les pouvoirs, remettre le pays sur l'orbite et poursuivre la direction de la modernisation du pays comme on l'avait entamé depuis tous les problèmes que nous avons connus. Voilà ce qui est important aujourd'hui. Donc je reste respecter les engagements, fidèle à la philosophie qui a prévalu à la fondation de notre parti, le respect des engagements et de la parole donnée. Et comme aucun élément nouveau a intervenu dans nos relations avec l'ancien chef de l'État, Kabila, je ne vois pas pourquoi je devrais aller embrasser à bras les corps l'union sacrée, tout simplement, pour que je me retrouve au gouvernement, comme les autres. Parce que ce qui est évident, si je l'avais accepté, j'étais au gouvernement. Parce que politiquement, je pèse, qu'on m'aime pas, je pèse. Je pèse en tant que président d'un parti, je pèse en tant que lit national et provincial aux élections. Et sans beaucoup de moyens à l'époque, parce qu'à ces moments, j'étais au chômage, pratiquement. Je n'avais pas de responsabilité au pays. Je pèse parce que je suis secrétaire général d'une grande communauté, la communauté islamique, même si au jour d'aujourd'hui, on a fragilisé par les intrigues des sérails. Si je voulais être au gouvernement, j'allais l'être. Mais j'ai dit que j'étais à la disposition de la République, j'aiderais la République si la République respectait des valeurs républicaines, notamment des lois de la République, et également des engagements pris. Si c'est au nom des principes, comme vous l'avez évoqué, nous vous congratulons, parce que c'est un exemple, et surtout un grand exemple à la nouvelle génération, et ceux qui veulent emboîter les pas, c'est-à-dire faire la politique comme vous. Alors, honorable, on va toucher justement la dernière thématique de cette émission. Je l'ai dit qu'on devait parler processus électoral. D'ailleurs, vous l'avez déjà évoqué en citant votre parti, le PVR, Parti des Vertus Républicaines, à l'approche de la tenue des élections. Comment vous vous préparez? Comment le PVR affûte déjà les armes? La seule chose, nous gardons nos militants à bral.
Nous essayons d'aiguiser toutes les énergies laissées en friche, mais en même temps, nous sommes inquiets par rapport au processus électoral qui est déjà biaisé. Biaisé comment? Il est biaisé, mon cher ami. Il est faussé complètement. Comment expliquer? Nous avons les institutions en place, la CENI. Lorsque les institutions ne sont pas acceptées par la majorité des acteurs politiques, ça pose véritablement un problème. Et vous savez qu'on a eu des problèmes trop sérieux d'ailleurs, parmi des raisons qui ont fait qu'on puisse avoir divorce entre FCC et le président les cache. C'est les problèmes de la Cour constitutionnelle, qui est un organe majeur dans le processus électoral. Vous le savez. Et vous aviez suivi le processus de loi au niveau de l'Assemblée nationale. La mise sur pied de la CENI a posé des véritables problèmes, qui a mis d'ailleurs à bras l'Église catholique, l'Église, les CC, et bien entendu l'opposition politique, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui continue à réclamer la révision de cette loi, la révision de ces bureaux. De ces bureaux, oui. Est-ce que vous vous rendez quand même compte du temps, les timings qui nous restent pour réclamer tout ceci? Est-ce qu'on ne peut pas... Les vrais problèmes, justement, les vrais problèmes, c'est celui-là. Il faut que les acteurs politiques parlent, pas pour se partager un quelconque gâteau. Parce que je crois qu'aujourd'hui, qui va encore accepter de retourner dans un consensus, dans un gouvernement d'union avec des personnes qui ne respectent pas les engagements? Donc il faut un dialogue. Appelez ça comme vous voulez. Dialogue, je n'aime pas trop ce nom. Je crois qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, il faut qu'on mette le paix sous les i. Il faut qu'on réqualifie certaines choses, notamment en ce qui concerne la CENI, notamment en ce qui concerne la loi électorale, notamment en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Il faut qu'on réqualifie certaines choses. À quoi ça sert d'avoir des élections qui vont vous amener demain dans une guerre irréversible, alors que la petite guerre que nous avons ici à l'Est, on n'arrive pas à mettre terme, à bouter dehors ces États qui nous agressent. Mais Denis Kadima l'a annoncé, il a également promis au cours de cadre des concertations qu'il a eu avec les partis politiques que cette fois-ci nous aurons un cycle électoral qui n'aura pas... Ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est différent. Je vais te parler d'une chose. Je prends mon fief électoral, Massimanimba. Ok. Pour mémoire, lors des élections de 2018, c'était la circonscription qu'on a proclamée la dernière sur toute l'étendue de la République. Alors qu'on avait proclamé toute la province du Kwilu, tous les grands Bandundu, on a proclamé toutes les autres provinces et on n'avait pas proclamé ma circonscription, Massimanimba. Et c'est sur un bout de papier que les rapporteurs sont venus lire la proclamation de Massimanimba. Chose que vous avez décriée. Chose que nous avons décriée. Parce qu'on voudrait effectivement tripatouiller. Nous avons alerté l'actuel président par écrit pour lui faire dire nous ne voudrons plus vivre ce qu'on a vécu. Parce que Massimanimba, c'est les territoires les plus politiques de ce pays, ce que les gens ne savent pas, c'est les territoires des Kamitatou, c'est les territoires des Koudiakobanza. Et c'est les territoires des Matanda. Ce n'est pas n'importe quel territoire. On ne nous a pas écoutés. Déjà dans la sélection, la première sélection qu'ils ont faite pour les sensibilisateurs, il y a eu des émeutes terribles à Massimanimba. Et là, je te parle, c'est les mois passés. Hein. Les balles ont crépité. Parce qu'au lieu de recruter les jeunes gens de Massimanimba, on a recruté des gens qui sont venus, on a exporté des gens. Dans quel but? Tout le monde veut être servi, la CENI a promis. Et voyez-vous, les élections crédibles dépendent du sérieux qu'on met déjà dans le recrutement de ceux qui vont travailler dans ces bureaux. Pas dans les tripatouillages, pas dans les marchandages. On recrute des gens sur base des coûts d'argent. Vous allez croire à la crédibilité de la CENI lorsque vous allez, je dirais, recommander vos propres gens
Non. Oui, lorsqu'on sera impartial dans le recrutement des gens qui vont travailler. L'impartialité. 2023, c'est demain. Vous pensez à tout ceci. Le temps... Ne t'inquiète pas. Nous sommes en train de travailler de manière que s'il y a élection demain, qu'on ne touche pas à une seule voix. Parce que moi, je ne compte pas sur la magouille. Ok. Moi, je compte sur mes électeurs. Et c'est pourquoi chaque vacances parlementaire, je suis des rares dans ma circonscription qui ne rate pas un seul vacances parlementaire. Okay. Tous les vacances, je suis là, présent sur le terrain. Quoique c'est difficile, quoique il n'y a pas de route. Et donc, nous notons que nous voulons à tout prix ces élections pour mettre terme à ces désordres qui a élu domicile au pays. Le pays est dans un désordre indescriptible. Regarde même sur la route. Regarde comment ces jeunes gens, les Wewa, font la discipline. Comment ils font la loi. Dans un pays où il y a, on dit c'est l'état des droits, où on dit la primauté des lois. Vous êtes député national, vous connaissez les ministres sectoriels. Convoquez-les au Parlement. Mon cher ami, même on les convoquait. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des coups d'argent, il y aura des milliers de dollars qui seront distribués. Il faut les déchoir. Et la personne, comment on va les déchoir? Ils ont la majorité mécanique. Ils ont la majorité mécanique. Combien de fois on a cherché à faire asseoir des ministres ici, on n'a pas pu. Les ministres de PTT est toujours là. On a cherché les ministres Frétin, c'est celui de l'économie qu'on a essayé de sacrifier. Les autres, ils sont là, qui ont commis des fautes gravissimes dans la gestion de l'État. Si on était sérieux au jour d'aujourd'hui avec ce qui est arrivé à l'Est, les ministres de la Défense seraient déjà sanctionnés. Les choses sont prises à la légère. Les choses sont prises avec une légèreté déconcertante. Mais moi, je dis même c'est une conspiration contre la République. Malheureusement, les dirigeants du pays conspirent contre la République. Voilà. Et le pays est miné par des intrigues. Le pays aujourd'hui est entre les mains des affairistes. Pensons que le président Kadima, au regard de son profil sur cette question électorale, il sortira par la grande porte et pas par la petite porte. D'ailleurs, il a promis, pour répondre aussi au souci de votre autorité morale, Joseph Kabila, qui a récemment accordé une interview aux confrères de Jeune Afrique, il maintient aussi, il booste aussi sur le respect, les strict respect du délai constitutionnel. Alors que Denis Kadima n'a pas présenté un souci pour les reports ou organiser les élections hors délai. Pourquoi mais monsieur, gouverner, non, écoutez, moi je crois que des fois vous utilisez des termes sans tenir compte des contextes. Pourquoi vous appelez ça agitation? Et vous connaissez Kabila, est-ce que Kabila peut s'agiter? Au monde, je crois, ils sont rares, des gens comme Kabila qui ont un sang-froid comme Kabila. Et moi-même, il m'étonne. Et même toi, il t'étonne. Kabila étonne tout le monde, c'est pas quelqu'un qui s'agite. Moi aussi, je l'étonne. Il a pris une position constitutionnelle. Ce qu'on lui a dit à l'époque. On a glissé, on a eu des conséquences, il y a eu bain de sang. Vous voulez encore un bain de sang? Kabila vous dit respectez l'engagement. C'est ce que toi tu dis, c'est ce que moi j'ai dit, c'est ce que même les députés de l'Union sacrée disent. En fait, en plein air, en public. Okay. Mais il faut qu'on nous envoie des signaux. Il faut qu'on termine rapidement la guerre. Parce que ça va devenir demain un prétexte pour nous dire qu'il y a la guerre, on ne peut pas aller aux élections. Ah, je relève que les M23 ont été défaits par la même armée ici. Complètement défaits. Complètement, je dis bien complètement défaits. Donner ces secrets au chef de l'État, je pense que la situation sera résolue. C'est le chef de l'État qui doit venir chercher les secrets, mais s'il ne le veut pas. Si le chef de l'État pense qu'il se suffit. Si le chef de l'État s'est fait endormir par... vous connaissez l'histoire des corbeaux et des renards. C'est ce qui arrive avec le chef de l'État. On lui avait dit, faites attention avec Kagame. On lui avait dit, faites attention avec Museveni. D'après vous, il n'a pas pris ça en compte? Il n'a pas pris ça en compte. Parce qu'il a embrassé à bras les corps ce monsieur et qu'il a considéré même comme son frère. Et vous avez suivi même les militants chanter à l'honneur du frère du chef de l'État qui est Kagame. Et aujourd'hui, c'est le même Kagame qui est en train de lui asséner des coups fatals. Honorable Moussa Kalema, on arrive sûrement à la fin de cet entretien, mais la toute dernière question pour ce numéro est celle de savoir, sans état d'âme,
dites au peuple congolais, si on commence par Mosé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, le fils, et l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lequel demeure meilleur? Écoutez, d'abord, la question, je crois que c'est difficile que je puisse classifier tous ces présidents, parce que moi, je n'ai pas... j'étais encore... en 60, j'étais même pas né quand l'indépendance est arrivée. Vous avez des Kassavou. Voilà, non. Je crois que je n'ai pas à faire... j'ai dit que Mouzé est exceptionnel. Mais posez-moi la question, le dernier c'est qui? Celui qui me déçoit, c'est le président Félix. Ah, c'est lui le dernier. Ah oui, il me déçoit. Qu'est-ce qui justifie votre... Parce qu'il me déçoit dans la mesure où, premièrement, Mouzé est venu, vous savez ce qu'il a fait. Et Joseph, un jeune homme de 29 ans qui prend le pouvoir, personne ne lui donnait 9 mois. Il prend un pays divisé en 4 morceaux, avec plus de 4 forces armées, avec des armées étrangères ici, importées par le pouvoir en place, notamment Mouzé, qui a fait venir les Zambiens et les autres. Et il y avait les Rwandais, les Ougandais et les autres de l'autre côté. Il trouve un pays divisé, il aura fait l'unité. Il trouve un pays sans armée. Il trouve un pays sans infrastructure, il n'y a pas de route. Il trouve un pays isolé complètement. Même quand les gens disent de parler de l'isolement, c'est faux ça. Le président Tshisekedi n'a pas trouvé un pays isolé. Kabila a trouvé un pays isolé du fait d'abord que son père succédait à Mobutu qui était sous les sanctions à cause de sa gouvernance dictatoriale. Et Mouzé qui est entré en conflit direct avec les Occidentaux. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a tué. Ce jeune homme de 29 ans refait l'argent. Il a trouvé une dette colossale. Il est pire la dette. Il organise le dialogue intercongolais. Il accepte un gouvernement de 1+4, inédit dans le monde. Et il organise des élections. Et plus grave encore, il organise les dernières élections sans financement extérieur. Mais c'est formidable ça. Ah, là, mais en même temps, il a aussi des faiblesses. L'impunité, moi j'ai toujours dit ça, et même en face, je lui dis qu'on a été très complaisant, il a été très complaisant de ce côté-là. Mais au moins, ce n'est pas des éloges que je lance, c'est une réalité. Tu es journaliste, tu sais ce que je dis, c'est ça la réalité. Et Tshisekedi devrait aussi le faire. Tshisekedi trouve un pays avec une armée, avec une monnaie, avec des institutions fortes, sans dette extérieure. Et il trouve des devises en matelas, des réserves à la banque. Mais une diplomatie problématique. Aucune diplomatie. Il y avait tout simplement, j'allais dire, des conflits avec qui? Avec les prédateurs. Kabila a connu des conflits avec le prédateur à cause, premièrement, des élections, parce qu'il a tenu mordicus organiser les élections sans financement extérieur. Et pour les Occidentaux, il cherche l'indépendance. Et deuxièmement, parce qu'il a fait la loi. Code minier. Les codes miniers. Pour lesquels on l'a harcelé. Et troisièmement, ces types commençaient à s'imposer véritablement comme un patriote face aux intérêts extérieurs. Mais avant cela, dis-moi, quel est le pays que Kabila n'avait pas visité? Quel est ce chef de l'État qui ne l'a pas visité? Tous les chefs de l'État l'ont réussi. Tous les chefs d'État américains qui se sont succédés ont réussi Kabila. Tous les présidents français ont réussi Kabila et ils sont venus ici. Mais dites-moi, comment vous pouvez dire que le pays était isolé? En dernière minute, on a eu des problèmes à cause des élections parce qu'ils tenaient à tout prix à organiser ces élections seules. Ce que les autres ne veulent pas, pour continuer à nous contrôler, à imposer les dirigeants dans ce pays. Et donc,
Les pays n'étaient pas isolés lorsque Kabila, que Tshisekedi prenait le pouvoir. C'est faux. Et les présidents ont fait trop de voyages inutilement, qui n'ont rapporté rien au pays. Mais malheureusement, qui nous ont apporté la guerre. Honorable Moussa Kalima, je rappelle que vous êtes député national et leader du parti politique PVR, Parti des Vertus Républicaines. Merci de nous accorder votre précieux temps. Je vous remercie à vous de m'avoir approché et d'être tenace pour obtenir cette interview. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et à très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.